La Russie exerce un contrôle presque total sur la péninsule de Crimée depuis 2014, lorsqu'elle a annexé de force la région et l'a revendiquée comme sienne. Mais l'Ukraine riposte petit à petit, frappe après frappe, affaiblissant l'emprise de la Russie et libérant lentement mais sûrement son ancien territoire. Et si les récents rapports sont exacts, la dernière frappe ukrainienne sur la Crimée est l'une des plus importantes et des plus réussies à ce jour. Selon une publication sur le compte Telegram officiel du Service de sécurité d'Ukraine, les forces ukrainiennes ont mené une frappe sérieuse contre une base aérienne russe dans la nuit du 27 au 28 juin. Leur cible, la base aérienne de Kirovski, située à l'extrémité est de la Crimée. C'est l'une des nombreuses bases aériennes russes disséminées sur la péninsule, abritant une variété d'appareils et d'autres équipements militaires. Le message du service de sécurité d'Ukraine a précisé en détail les événements. Une autre opération spéciale réussie du service de sécurité d'Ukraine, un système Pantsir-S ennemi, un système de missiles anti-aériens et 3 hélicoptères détruits. Le service de sécurité d'Ukraine a porté un nouveau coup douloureux aux occupants. Cette fois, dans la nuit du 27 au 28 juin, les drones du service spécial ukrainien ont attaqué l'aérodrome militaire de Kirovski en Crimée temporairement occupée. Des frappes ont été infligées sur les emplacements des unités d'aviation, des systèmes de défense aérienne, des dépôts de munitions, ainsi que sur les drones de reconnaissance et d'attaque de l'ennemi. Le message fournit peu de détails sur le déroulement de l'attaque. Cependant, plusieurs sources d'informations suggèrent que l'Ukraine a de nouveau compté sur sa maîtrise croissante de la guerre par drone pour cette frappe en particulier. Profitant de l'obscurité pour augmenter ses chances de succès, le message a ensuite énuméré les pertes de la Russie. Les données indiquent la destruction d'hélicoptères polyvalents et d'attaques Mi-8, Mi-26 et Mi-28, ainsi que du système automoteur de missiles et de canons anti-aériens Pantsir-S1. Le Mi-8 est l'hélicoptère le plus produit au monde, avec des milliers d'unités utilisées dans différents pays. Il est très fiable et efficace pour transporter des troupes et du matériel du point A au point B, et on estime que chaque unité coûte entre 10 et 15 millions de dollars. Le Mi-26 est un hélicoptère de transport lourd, le plus grand de sa catégorie à être produit en série, et il est utilisé par l'armée russe depuis des décennies. Grâce à sa taille immense, il est très précieux en temps de guerre, puisqu'il peut transporter de gros équipements exceptionnellement lourds sur de longues distances, incluant des systèmes de missiles balistiques mobiles et des véhicules blindés de transport de troupes. Chacun vaut environ 27 millions de dollars. Le Mi-28, ou hélicoptère Havok, est un hélicoptère d'attaque anti-blindé. Doté de canons automatiques et de missiles, il possède la puissance requise pour causer des dommages importants aux cibles terrestres et aériennes. Il peut transporter et larguer des bombes aériennes de 450 kg, pouvant détruire des bâtiments entiers et des infrastructures. Chaque unité coûte environ 18 millions de dollars. La dernière cible de la frappe ukrainienne était le système de missiles Pantsir-S1, également connu sous le nom de Surface Air 22 Greyhound. La Russie a utilisé ces systèmes à plusieurs reprises, et dans divers endroits stratégiques au cours de la guerre. Jusqu'à présent, elle en a même déployé certains près de sites importants de Moscou, comme le Kremlin lui-même et le ministère de la Défense, pour se protéger contre d'éventuelles attaques de missiles. Poutine en a même un près de sa résidence de Sotchi, ce qui montre à quel point la Russie compte sur cet équipement en particulier. Et chaque unité coûte environ 14 millions de dollars. Au total, l'Ukraine a peut-être infligé jusqu'à, voire plus de 70 millions de dollars de dégâts lors de cette attaque de drone, prouvant une fois de plus sa remarquable capacité à éliminer des cibles de grande valeur, tant sur le sol russe que dans des territoires occupés comme la Crimée. De plus, l'attaque n'était pas encore terminée, poursuit la publication du service de sécurité d'Ukraine. Durant la nuit, une seconde détonation a eu lieu sur l'aérodrome ennemi. Il n'y a pas d'autres détails concernant le niveau de dégâts causés par cette détonation secondaire. Mais dans tous les cas, il s'agissait clairement d'une frappe hautement réussie, parfaitement planifiée et exécutée avec une grande rigueur, pour ajouter à la liste des succès ukrainiens en 2025 jusqu'à présent. Et il est particulièrement important pour le peuple ukrainien de voir et d'entendre parler de succès, comme celui-ci en Crimée, car cette région représente énormément pour eux. Alors que beaucoup de gens dans le monde ont tendance à voir 2022 comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine a en réalité commencé en 2014, près d'une décennie, avant l'invasion de 2022.
Lorsque le président Poutine a envoyé des soldats en Crimée pour prendre le contrôle de la péninsule par la force, des troupes des forces spéciales ont pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux, bloqué les bases militaires et interdit l'entrée de la péninsule depuis l'Ukraine. La Russie a surpris les habitants en installant son propre gouvernement fantoche dans la région et en organisant un prétendu référendum pour décider de son avenir. Selon les rapports russes, près de 97% de la population ont voté pour rejoindre la Russie lors de ce référendum. Cependant, il faut noter que l'option de préserver le statu quo en Crimée n'était pas proposée sur le bulletin de vote. De plus, vu l'historique de mensonges et de propagande de la Russie, beaucoup de dirigeants et de gens dans le monde doutent des chiffres rapportés. Et le référendum a été déclaré non seulement illégal selon la constitution de l'Ukraine, mais aussi invalide aux yeux de l'OTAN. Malgré tout, la Russie n'a pas renoncé au contrôle de la région. Et Vladimir Poutine a affirmé à plusieurs reprises que cela appartient à la Russie et ne sera pas rendu. En fait, le président russe a même récemment affirmé avec audace que toute l'Ukraine devrait techniquement appartenir à la Russie. Se vantant, j'ai déjà dit que les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple. Dans ce sens, toute l'Ukraine est à nous. Il y a une vieille règle qui dit que partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Pour aggraver la situation de l'Ukraine, l'armée russe a utilisé la Crimée comme une base stratégique importante et précieuse tout au long de son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Elle a déplacé des troupes et des véhicules vers la péninsule, les faisant passer par l'immense pont de Kertch qui relie la Crimée au continent russe. Il les a poussés vers le nord, pour s'emparer de vastes étendues de territoire dans les régions ukrainiennes de Kherson et de Zaporizhia. Ainsi, non seulement le peuple ukrainien a dû subir la perte de la Crimée, mais il a aussi dû regarder la Russie utiliser ce territoire contre lui. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les forces armées ukrainiennes considèrent la Crimée comme une cible clé depuis le début de l'invasion. Même en combattant sur d'autres fronts, dans des régions comme Donetsk et Luhansk, les Ukrainiens ont toujours gardé la Crimée à l'esprit et, de temps en temps, ont réussi à trouver suffisamment de temps et de ressources pour lancer des frappes stratégiques sur la péninsule, en se concentrant sur des points logistiques importants et des infrastructures comme le pont de Kertch par exemple. S'étendant sur 12 miles, soit 19 km au total, c'est le plus long pont jamais construit par la Russie, et il a coûté environ 3,7 milliards à réaliser. C'est un exploit remarquable d'ingénierie, et l'une des plus grandes fiertés du président Poutine, puisqu'il permet un transport relativement rapide et pratique des Russes, des marchandises et plus encore vers et depuis la Crimée. Il s'est également révélé incroyablement vital pour la Russie pendant la guerre. Du côté ukrainien cependant, le pont est considéré comme un symbole hideux de l'agression et de l'oppression russe. Avec un ancien général-major des forces armées ukrainiennes, Dmitri Marchenko, qui l'a qualifié de cible principale et viable dès le mois de juin 2022. Le pont du détroit de Kertch est la cible numéro 1 pour les forces armées ukrainiennes. Ce n'est un secret ni pour leurs militaires, ni pour nos militaires, ni pour leurs civils, ni pour nos civils. Depuis, l'Ukraine a lancé pas moins de 3 frappes réussies contre le pont. Une en 2022, une autre en 2023, et une troisième attaque tout récemment, le 3 juin 2025. Les attaques de 2022 et de 2023 ont impliqué des explosions qui ont provoqué l'effondrement de parties de la structure, la rendant inutilisable pendant des mois. La frappe de 2025, quant à elle, a impliqué l'utilisation d'explosifs sous-marins, et peut-être même de drones sous-marins pour cibler les piliers du pont, replongeant une fois de plus le pont dans un état d'urgence. La ville portuaire de la mer Noire, Sébastopol, qui est également la plus grande ville de Crimée, a aussi été une cible récurrente pour les forces armées ukrainiennes. Des drones ont été signalés dans le ciel de la ville dès juillet 2022. Et à la fin du mois d'octobre de cette année-là, l'Ukraine a réussi à frapper la base navale de Sébastopol en utilisant un mélange de drones aériens et de véhicules de surface sans pilote. Des panaches de fumée noire ont été vus au-dessus de la ville, et des explosions ont retenti. Le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, l'amiral Makarov, ayant été gravement endommagé. Depuis, de nombreuses explosions ont ébranlé le port de la mer Noire à maintes reprises. L'Ukraine fait état de dizaines de pertes russes et de dégâts impressionnants, infligés à des actifs russes clés, y compris des navires de guerre et même un sous-marin. L'Ukraine a même tiré des missiles sur Sébastopol, notamment lors de l'opération Piège à Crabes en septembre. En 2023, les forces armées ukrainiennes ont déployé des missiles de croisière Storm Shadow, infligeant d'énormes dégâts aux bâtiments du quartier général de la flotte russe de la mer Noire et causant plus de 100 pertes.
Les dégâts étaient si importants que la Russie a même dû fermer et démolir son quartier général. Les bases aériennes de Crimée ont également été ciblées à plusieurs reprises par les forces armées ukrainiennes, chaque frappe réussie représentant une désintégration progressive de la machine de guerre russe sur la péninsule. Les bases aériennes de Saki, Belbek et Jankoï, par exemple, ont toutes subi les effets des frappes de drones et de missiles ukrainiens. Saki a été secoué en août 2022, avec 7 avions détruits et 3 autres endommagés. Du matériel russe encore plus précieux a été endommagé lors d'une frappe de missile sur Jankoï en avril 2024, lorsque des explosions ont retenti et qu'un incendie s'est propagé sur la base. Un mois après, Belbek ressentait aussi la chaleur. Selon les informations, les missiles ukrainiens ont détruit 2 chasseurs Mikoyan Gourevitch, 30 et 1, chacun valant bien plus de 30 millions de dollars. Avec le système de missiles et le dépôt de carburant, il y a aussi tous les dépôts de munitions, les installations pétrolières et les autres centres logistiques de la péninsule. De 2022 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une longue liste de frappes signalées sur ce type de cible. Comme en mars 2023, quand le ministère de la Défense ukrainien a révélé qu'un lot de missiles de croisière russes KN avait été détruit alors qu'il était transporté par train à travers la péninsule de Crimée. Ou, en octobre 2024, lorsque l'Ukraine a mené une autre frappe de drone réussie sur un dépôt de carburant dans la région de Féodossia, provoquant de grands incendies et des explosions. Même lorsque la Russie a installé des systèmes de défense aérienne coûteux en Crimée pour défendre ses bases et ses dépôts contre ce type d'attaque, eux aussi ont été détruits par l'Ukraine. En août 2023, par exemple, l'armée ukrainienne a détruit un système de missiles russes S-400 en utilisant l'un de leurs missiles Neptune fabriqués localement. Quelques mois plus tard, un autre système de défense aérienne a été endommagé quand l'Ukraine a lancé des missiles Atacms américains sur la Crimée. Tout cela s'inscrit dans la stratégie ukrainienne plus large, qui consiste à se concentrer fortement sur des cibles russes de grande valeur et des infrastructures clés. Que ce soit en Crimée, dans d'autres zones occupées de l'Ukraine, ou sur le sol russe, dans des régions comme Koursk, les forces armées ukrainiennes se sont à maintes reprises concentrées sur l'identification des types de cibles qui porteront le coup le plus dur à l'armée russe. Dépôts d'huile, usines, installations énergétiques, voies ferrées, ponts, bases aériennes, etc. Ce sont les types de cibles que l'Ukraine a tendance à frapper, et il est facile de comprendre pourquoi, car les avantages sont nombreux. D'une part, ces cibles ont souvent une grande valeur. Donc même en utilisant des drones bon marché comme ceux de l'opération. Lors de l'attaque Spiderweb, l'Ukraine peut infliger des dégâts de plusieurs millions, voire milliards de dollars, lors de ses frappes les plus importantes et réussies. Tout cela a un impact énorme sur l'économie russe, qui est déjà dans une position périlleuse. Même les patrons des banques russes et le ministre des Finances du pays ont récemment mis en garde contre une récession nationale. L'Ukraine a également tendance à démontrer une utilisation incroyablement rentable de l'équipement dont elle dispose lors de ce type d'attaque. Des chiffres récents, partagés par le commandant en chef de l'Ukraine, Oleksandr Syrsky, révèlent que le pays a infligé à la Russie pour environ 10 milliards de dollars de dégâts, rien qu'avec des frappes de drones. Encore plus impressionnant, l'Ukraine n'a dépensé qu'1 dollar de son propre argent pour chaque $5 de dégâts infligés à la Russie. C'est un ratio de 15-1 en faveur des forces armées ukrainiennes. Une autre raison majeure derrière la sélection minutieuse des cibles par l'Ukraine est que ces sites jouent généralement un rôle important dans l'alimentation et le maintien de l'effort de guerre russe. Les bases aériennes abritent des avions de chasse, hélicoptères, drones et missiles que la Russie utilise pour cibler l'Ukraine. Les dépôts de pétrole fournissent du carburant pour les véhicules. Les usines produisent des pièces importantes de matériel militaire. Les ponts et les voies ferrées connectent les villes et régions de la Russie à l'Ukraine, permettant un transport rapide de munitions, armes et équipements vers le front. Chaque fois que l'Ukraine détruit ou endommage une cible de ce type, cela peut créer de nombreux problèmes pour la Russie, affaiblissant sa position militaire, provoquant le chaos et la perturbation derrière les lignes ennemies, et obligeant les commandants russes Bopian à repenser, réajuster et adapter leurs plans en conséquence. Pour l'Ukraine, il s'agit avant tout de causer le plus de problèmes possible à la Russie, et ce dans le plus grand nombre d'endroits possibles. Non seulement sur le front, mais aussi en profondeur sur le territoire ennemi, car cela met plus de pression sur Poutine et complique l'atteinte de ses objectifs. Comme l'explique elle-même le service de sécurité d'Ukraine,
Le service de sécurité d'Ukraine travaille systématiquement à réduire les capacités de la Fédération de Russie, à mener des frappes aériennes et des bombardements sur le territoire de l'Ukraine. Les occupants doivent comprendre que leur matériel militaire coûteux et leurs munitions ne sont protégés nulle part, ni sur la ligne de front, ni dans les territoires temporairement occupés, ni à l'arrière profond de l'ennemi. Et les effets de ces frappes se font bel et bien sentir au Kremlin et partout en Russie. Non seulement l'économie s'effondre, mais le pays a également franchi récemment le triste cap de plus d'1 million de pertes. D'innombrables mères, pères, fils, filles et épouses russes pleurent la perte de leurs proches. Le rythme des gains territoriaux de la Russie dans de nombreuses régions est également incroyablement lent, certains experts suggérant qu'il faudrait littéralement des décennies au pays pour atteindre ses objectifs et gagner la guerre. Et divers rapports ont également émergé, affirmant que le pays manque d'équipements, y compris d'armes et de munitions, ainsi que de chars et d'autres véhicules importants. Les efforts ukrainiens portent leurs fruits, une frappe à la fois. Et même si le pays privilégie des combats de première ligne plus féroces dans des régions comme Soumy et Kharkiv, il veut clairement continuer à maintenir la pression en Crimée. La dernière attaque survient à la suite d'une frappe encore plus importante menée au cours des 2 et 3 mai. Cette attaque est considérée comme l'une des plus grandes frappes ukrainiennes en Crimée. Elle a impliqué l'utilisation de plus de 250 drones d'attaque, ainsi qu'un essaim de drones de surface et une douzaine de missiles, dont des Storm Shadows et des Neptunes. Elle a visé à la fois la Crimée et la région côtière russe voisine du kraï de Krasnodar. De nombreux drones ont été abattus, mais certains ont apparemment atteint leur cible. De multiples incendies et explosions ont été signalés à divers endroits de la péninsule, comme sur les bases aériennes de Saki et de Jankoï. Et les données de la National Aeronautics and Space Administration ont montré que plusieurs sites militaires étaient en feu après l'attaque. De plus, l'un des drones de surface a réussi à abattre un chasseur russe, Su-30SM, en utilisant un missile Sidewinder fabriqué aux États-Unis. C'était une victoire notable et une étape majeure, car c'était le premier exemple enregistré d'un avion de chasse abattu par un drone de surface. Cette frappe ayant eu lieu en mai et la plus récente en juin. L'Ukraine semble pouvoir mener des attaques majeures, en Crimée, en plus d'autres cibles, au moins une fois par mois. Il reste à voir comment, où et l'ampleur des dégâts lors de leur prochaine frappe. Et cela devrait faire peur à Poutine, qui est tellement désespéré de maintenir son emprise sur la péninsule. Bien sûr, même avec toutes ces attaques impressionnantes, il est très peu probable que l'Ukraine reprenne le moindre contrôle sur la Crimée de sitôt. Elle se bat sur de nombreux autres fronts, et ne peut pas se permettre de consacrer trop de temps ou de ressources à la péninsule. De plus, il y a de vastes zones de terres occupées, dans des endroits comme Kherson et Zaporijia, qui offrent essentiellement à la Russie une zone tampon entre la Crimée et l'Ukraine continentale. Cependant, en menant des frappes répétées et réussies dans la région, l'Ukraine envoie un message clair, faisant savoir aux Russes qu'ils ne devraient pas se sentir trop à l'aise, ni commencer à se sentir chez eux en Crimée, car ce n'est pas leur terre. Et l'Ukraine ne cessera pas de se battre pour la reprendre. Vladimir Poutine a exprimé un fort désir de maintenir le contrôle de la région dans tout futur accord de paix ou de cessez-le-feu avec l'Ukraine. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'oppose fermement à cette perspective et refuse de céder des territoires à un envahisseur agressif. Au lieu de cela, si l'Ukraine peut maintenir la pression, non seulement en Crimée, mais aussi ailleurs le long des lignes de front et sur le territoire russe, alors ce pourrait être Vladimir Poutine qui finirait par reculer. Et peut-être qu'un jour, la Crimée sera enfin libérée une bonne fois pour toutes. Découvrez maintenant les succès militaires récents et actuels de l'Ukraine dans notre analyse approfondie de l'utilisation innovante et stratégique des drones par le pays. Ou consultez notre récent rapport sur la crise de l'armée de l'air russe. Et assurez-vous également de vous abonner à une chaîne d'information fiable pour recevoir régulièrement des mises à jour informatives depuis les lignes de front du conflit russo-ukrainien et d'autres événements importants dans le monde.